Le Covid-19 vient-il d'un laboratoire chinois qui aurait créé un virus chimère? Quelles sont les 3 hypothèses de la genèse de ce SARS-CoV-2 qui a presque empêché la Terre de tourner et continue encore? Y a-t-il eu un hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme qui aurait traversé cette fameuse barrière d'espèces? Pour répondre à toutes ces questions, bien légitimes, que tout le monde se pose, Patrick Gaudret, notre chroniqueur virologue, biologiste, généticien, ancien directeur de recherche au CNRS, répond sans détour et non sans humour. Scientia, le savoir humaniste, épisode 5, Covid-19, il va falloir en sortir. Une émission de l'UFAL, l'Union des familles laïques, présentée par Emmanuel Billier-Gauthier, créée par Nicolas Comiès et mise en onde par Franck Boissier. Covid-19, il va vraiment falloir en sortir. Eh oui, voilà plus d'1 an que nos vies sont handicapées, mais aussi presque guidées par la pandémie de Covid-19. On s'installe de plus en plus dans une situation de crise sanitaire durable et insupportable, et d'autant plus insupportable qu'on n'en voit pas l'issue. Les Américains ont un acronyme pour ça, pour désigner cela. SNAFU, SNAFU. En version originale non expurgée, il s'agit d'une Situation Normal All Fucked Up. Et de façon plus correcte et française, situation normale, c'est le chaos. Vous allez me trouver bien pessimiste, mais force est de constater qu'on n'en voit pas le bout. Force est d'admettre que le discours des vrais scientifiques, des vrais spécialistes de cette crise, est bien peu entendu. Et pour cause, il est aussi très peu écouté. En conséquence, on entend tout et n'importe quoi. Le tapis rouge est déroulé pour les anti-vax, mais je vous en ai déjà parlé, et les complotistes de tout poil. Mon éducation scientifique m'a toujours donné le goût et même le besoin d'essayer de trouver des réponses à mes questions en interrogeant la science, en discutant avec les chercheurs de science, bien évidemment. Alors je voudrais partager avec vous cet état d'esprit. Je ne suis pas, bien sûr, un spécialiste des coronavirus, je ne suis pas non plus épidémiologiste. Mais je suis biologiste, virologue et généticien. J'ai la faiblesse de penser que je suis capable d'écouter, d'entendre et même souvent de comprendre celles et ceux qui le sont, eux, spécialistes. La première chose à faire, avant même de trouver des réponses, c'est sans doute de poser des questions, et de préférence les bonnes. Et surtout de ne pas éluder les plus difficiles de ces questions, celles qui n'ont justement pas encore de réponse. Car nous ne savons pas tout, c'est une évidence. C'est pour cela que la recherche scientifique existe et devrait être protégée comme un bien commun, un bien universel. Alors, première question, le Covid-19 est provoqué par le virus SARS-CoV-2. C'est un nom épouvantable, certes, mais SARS-CoV-2. Mais d'où vient ce virus? SARS-CoV-2 a été identifié très vite comme le virus à l'origine du Covid-19. C'est après le SARS-CoV, qui n'était pas encore numéro 1 puisqu'il n'y en avait pas de deuxième, en 2002, et le MERS-CoV en 2012, le 3e coronavirus humain à l'origine d'une grave maladie respiratoire, à être apparu au cours de ces 20 dernières années. Maladie émergente, comme le disent les spécialistes, mais émergent d'où? Tout le monde a parlé du fait que cette famille de virus, les coronavirus, circule beaucoup chez les chauves-souris. C'est vrai. On sait aussi qu'ils sont capables de provoquer des maladies infectieuses qui peuvent passer de l'animal à l'homme. On parle de zoonose. Une fois ceci dit, on n'est pas beaucoup plus avancé, il faut le reconnaître. Le résultat est là, néanmoins. Le Covid-19 est désormais une maladie humaine, alors que le virus est devenu hautement transmissible d'humain à humain. Donc pour comprendre la maladie, apprendre à la connaître,
pour mieux la combattre et peut-être rêvons un peu pour éviter que de futures émergences d'autres virus similaires provoquent des catastrophes sanitaires de l'ampleur de celles que nous connaissons actuellement, il est absolument indispensable de comprendre comment le virus a passé la soi-disant barrière d'espèce. Tout d'abord, en séquençant le matériel génétique, il s'agit d'ARN pour ce virus, venant d'échantillons issus de différents malades atteints de la même pathologie respiratoire, les scientifiques ont pu montrer qu'il s'agissait d'une souche virale apparue très récemment chez l'humain. Il ne s'agit pas de souches humaines connues ou de dérivés de souches humaines connues comme SARS-CoV-1 ou MERS-CoV en particulier. Bref, le SARS-CoV-2 est génétiquement plus proche de souches virales qui ne se transmettaient jusqu'alors qu'entre chauves-souris, son réservoir naturel. Réservoir qu'il n'a quitté que très récemment. Du moins, c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Mais il n'est certainement pas passé directement de la chauve-souris à l'humain, alors on a postulé qu'il devait exister un hôte intermédiaire que l'on essaye d'identifier, de caractériser, d'identifier, par des analyses génétiques extensives, de comparaison avec des virus présents chez les mammifères plus proches de nous. Vous vous rappelez, on a très vite accusé ce pauvre pangolin. Mais pour des tas de raisons génétiques mais aussi écologiques, cette hypothèse n'a plus aujourd'hui le vent en poupe. La question demeure donc ouverte, quel est l'hôte intermédiaire du SARS-CoV-2 entre la chauve-souris et l'humain? Et le corollaire de cette question est bien sûr, cet intermédiaire existe-t-il? Le virologue Étienne de Crowley propose 3 scénarios possibles pour expliquer l'émergence de ce fichu virus SARS-CoV-2. Premièrement, le Covid-19 serait dû au franchissement récent de la barrière d'espèce par le coronavirus. On l'a déjà évoqué. Dans ce cas, on doit retrouver un virus plus proche de ceux qu'on a identifiés que ceux qu'on a identifiés jusqu'à présent, dans une espèce domestique ou une espèce d'élevage. Pour rappel, ce n'est toujours pas le cas. Deuxième scénario. Il pourrait également s'agir d'un coronavirus qui se serait adapté à l'humain il y a déjà plusieurs années, qui aurait circulé jusqu'ici à bas bruit et qu'une mutation récente, une modification récente aurait rendu plus transmissible d'homme à homme. Pour étayer ce cas de figure, il faudrait pouvoir analyser les échantillons viraux de personnes décédées il y a déjà quelques mois, quelques années, de pneumonies atypiques dans la zone d'émergence du virus avant le début de la pandémie. Enfin, troisième scénario, il reste la possibilité que SARS-CoV-2 descende d'un virus de chauve-souris isolé par les scientifiques lors des collectes de virus et qui se serait adapté à d'autres espèces au cours d'études sur des modèles animaux en laboratoire. Laboratoire dont il se serait ensuite échappé accidentellement. Donc on arrive à une deuxième question importante. Le SARS-CoV-2 est-il un virus créé en laboratoire? Si on ne sait pas encore avec certitude, comme je vous l'ai dit, quelle est l'origine exacte du nouveau coronavirus, cause du Covid-19, le pas a été très vite franchi par certains qu'il était sorti d'un laboratoire où se pratiquaient des expériences inavouables, bien sûr. D'abord, il nous vient de Chine, où tous les complotistes savent bien qu'il se fabrique quantité de choses destinées à mettre en danger l'espèce humaine. Ça s'est vu dans d'autres domaines que la virologie. Alors pourquoi pas un virus SARS-CoV-2 qui aurait été fabriqué de toutes pièces en laboratoire par des personnes ayant des intentions mauvaises, des intentions néfastes. Pourquoi pas, en effet? La première question vient du fait que les propagateurs de ce genre de théorie n'ont bien souvent, pour ne pas dire toujours, aucune connaissance en génétique, en virologie ou en infectiologie.
Vous allez peut-être me dire qu'ils ont en leur sein un prix Nobel de médecine et physiologie, peut-être même plusieurs. Alors je fais une petite incidente quasi humoristique, mais il faut rappeler ici qu'une maladie existe chez certains récipiendaires de ce prix prestigieux. Certains auteurs l'ont appelé la nobélite aiguë. Il s'agit bien sûr d'un trait d'humour, mais il reste que l'on peut appeler ainsi la condition qui peut conduire les lauréats à considérer que le Nobel est un certificat de compétence universelle et donc à apporter leur prétendue expertise à des projets ou des théories qui sont bien au-delà de leur capacité, de leurs compétences et de leurs connaissances. Pour ceux qui auraient reconnu le prix Nobel de médecine et physiologie auquel je faisais allusion sans le nommer, pas étonnant non plus que des spéculations relayées par les réseaux dits sociaux fassent du SARS-CoV-2 un virus chimère produit en laboratoire qui associerait un coronavirus de chauve-souris et un autre virus, le VIH, virus du sida, par exemple. Qu'en disent les scientifiques, les vrais? Il est possible et même commun, bien que complexe, de construire un virus chimère. C'est ce que l'on fait par exemple pour réaliser un vaccin comme celui d'AstraZeneca, Janssen ou Sputnik contre le SARS-CoV-2. Mais les coronavirus sont difficiles à manipuler en laboratoire, d'abord parce qu'ils sont encore mal connus, et en plus leur matériel génétique est l'ARN, ce qui complique un petit peu les manipulations génétiques. Mais ce n'est pas là le plus important. En effet, si chimère il y a, les stigmates, les traces de cette construction doivent pouvoir être détectées par une analyse génétique dans la séquence du matériel génétique du virus obtenu, SARS-CoV-2. Et c'est d'autant plus facile à repérer s'il s'agissait de morceaux du VIH qui, lui, est bien connu depuis fort longtemps. À ces arguments théoriques, des arguments d'analyse génétique et structurelle du génome du virus SARS-CoV-2 viennent réfuter l'idée d'un virus chimérique. Le génome du SARS-CoV-2 a été séquencé à de nombreuses reprises et sa séquence comparait toutes les séquences d'ADN ou d'ARN connues, séquences virales en particulier. S'il y avait eu insertion d'un fragment significatif d'un autre virus, le VIH par exemple, celle-ci aurait été détectée sans aucune difficulté. Sauf à prendre les scientifiques pour des incompétents notoires, ce qui n'est pas le cas, vous en conviendrez, du moins j'espère. Alors qu'on trouve de toutes petites homologies, c'est-à-dire des séquences génétiques similaires entre cette séquence virale et celle d'autres virus, c'est normal, et le plus souvent le résultat du hasard, surtout lorsque ces séquences similaires sont courtes. Plus c'est court, plus il y a de chances qu'on les trouve par hasard. N'oublions pas de plus que même s'il s'agit d'homologie sérieuse, de similarité sérieuse, ce qui n'est pas le cas ici, il faut se méfier de la manière de les interpréter. À ce compte-là, puisque nous possédons les 2/3 de nos gènes humains en commun avec la banane, nous serions alors probablement le résultat d'une manipulation de laboratoire qui aurait croisé nos ancêtres avec un bananier. Restons sérieux quand même. Restons sur un terrain scientifique, puisque c'est de science qu'il s'agit. Ainsi que le conclut une étude très sérieuse de l'INSERM, l'Institut national français de la recherche médicale, il n'existe à ce jour aucun argument scientifique solide qui permettrait d'affirmer que le SARS-CoV-2 serait un virus recombiné, c'est-à-dire un virus chimère fabriqué par l'homme. Au contraire, nous avons de plus en plus d'arguments vraiment scientifiques pour dire que l'origine de ce fichu virus est, hélas, bien naturelle. Le fait qu'il soit d'origine naturelle ne veut bien évidemment pas dire qu'il ne se serait pas échappé d'un laboratoire où il aurait été
étudié, voir où il aurait été muté pour acquérir des propriétés épidémiologiques qu'on commence à lui connaître aujourd'hui. Il est certain que les normes internationales concernant l'isolement, la culture de virus à risque pandémique, notamment les virus respiratoires, comme les SARS ou les MERS-CoV, les coronavirus, imposent des conditions expérimentales très sécurisées avec une traçabilité irréprochable. Mais par définition, un accident est toujours possible. Il est donc légitime de questionner la dangerosité potentielle de certaines expérimentations et de réfléchir sur leur possible interdiction. Je me rappelle quand j'étais jeune, je fais encore une incidente, j'allais régulièrement à des congrès dans une petite ville à côté de Washington, aux États-Unis, qui s'appelle Frederick, dans le Maryland, et qui avait un centre de recherche bactériologique des armées. On essayait de fabriquer des armes bactériologiques. Et c'est vrai qu'il y avait un bâtiment qu'on m'avait montré qui était entièrement muré. Eh bien, en fait, c'était simplement parce qu'à la suite d'une faute, d'une erreur de manipulation, le bacille colérique s'était répandu, s'était échappé et risquait de créer une catastrophe sanitaire, au moins dans les environs immédiats, et si les environs immédiats sont la capitale des États-Unis, ça pose quand même un petit problème. Donc, ce qu'ils avaient trouvé, puisqu'ils étaient incapables de s'en débarrasser à l'époque, ça avait été de condamner complètement le bâtiment. Toutes les issues étaient murées, obturées. Et donc on en avait fait une espèce de bunker dans laquelle personne ne pouvait entrer et on espérait aucune bactérie ne pourrait sortir. Donc ça arrive. Il ne faut pas dire que c'est totalement impossible. D'ailleurs, comme je le disais, un accident, ça peut toujours arriver parce qu'un accident par essence, ça n'est pas prévisible. C'est quelque chose qui arrive. Et on peut trouver parfois pourquoi. Mais quand il arrive, c'est toujours de manière surprenante, inattendue. C'est le propre de l'accident. Le virologue Étienne Descroly, que je vous citais tout à l'heure, le dit lui de cette manière: tant qu'on n'aura pas trouvé l'hôte intermédiaire du SARS-CoV-2, l'hypothèse d'un échappement accidentel d'un laboratoire ne pourra pas être écartée par la communauté scientifique. Alors, voilà. On ne peut pas écarter le fait qu'il se soit échappé d'un laboratoire. Ce qu'on peut écarter, c'est qu'il ait été construit avec des morceaux de virus qui évidemment font tous peur, et notamment le VIH, comme je le disais tout à l'heure. Alors, on va parler maintenant de seuil épidémique et d'un modèle dit de circulation. Je vous rappelle, parmi les modèles les scénarios que Étienne Descroly postulait, il y avait celui d'un coronavirus qui se serait adapté à la contamination humaine depuis un certain temps et qui aurait circulé jusqu'ici à bas bruit, c'est-à-dire sans qu'une accumulation de cas ou épidémies ait permis de le reconnaître, de l'identifier comme un agent pathogène émergent, cause de pandémie possible. Ceci pourrait vouloir dire que le réservoir de virus que nous recherchons chez un animal ou un autre et que nous n'avons pas trouvé jusqu'à présent pourrait être en fait présent, lui, chez un animal que nous oublions souvent dans la liste, l'animal humain. Homo sapiens en latin. En effet, si notre imaginaire un peu anthropocentré, c'est-à-dire centré sur l'humain, nous fait distinguer l'humain du reste du monde vivant, animal en particulier, du point de vue d'un virus, qui lui s'en moque, ou de n'importe quel pathogène qui font de même, l'homme est un animal comme les autres, qu'il peut, sous certaines conditions, contaminer, et dans lequel il peut se reproduire, ce qui est, semble-t-il, son objectif dans la vie, si on peut attribuer un objectif à un virus ou un agent infectieux.
J'ai lu un article très récent, français, de Fructose, Gavotte et mon ami Christian Deveau dans la revue Infection, Genetics and Evolution, Infection, Génétique et Évolution en français, et cet article va tout à fait dans ce sens. Il propose un modèle dit de circulation, qui suppose, en accord avec ce que l'on a pu observer concernant le SARS-CoV-2 et les coronavirus en général, qu'un virus peut circuler entre différentes espèces sans qu'il s'y manifeste de manière épidémique ou dramatique. Il passe donc ainsi quasi inaperçu. Dans chacun de ces hôtes, il va pouvoir évoluer de manière spécifique, particulière, et il va s'y adapter progressivement. Il faut la conjonction de deux événements rares pour qu'une épidémie ou pandémie explose. Le premier accident est la survenue d'une mutation dans le matériel génétique de ce virus qui circulerait donc dans cette hypothèse déjà chez l'homme, qui le rendrait plus virulent ou plus transmissible. Ce que l'on observe par exemple avec l'émergence des variants dont les médias nous rebattent les oreilles, l'anglais, le brésilien, l'indien, le sud-africain, etc. par exemple. Tout ce qu'on observe avec ces variants nous montre que cela est possible, qu'il existe des variants qui apparaissent, donc des mutations qui apparaissent et qui peuvent être sélectionnées. Bien sûr, il s'agit d'événements rares et d'autant plus rares que la quantité de virus en circulation est faible. On connaît d'ailleurs bien ce mécanisme dans le cas d'autres virus comme le chikungunya par exemple. Pendant cette phase dite de circulation, l'incidence virale, en un mot plus simple, la quantité de virus actifs chez l'homme, n'est pas suffisante pour atteindre un seuil épidémique. On y observe des cas sporadiques sur lesquels il faudrait avoir les moyens de revenir a posteriori pour les caractériser comme des cas de Covid-19. On n'en a pas forcément les moyens. Alors le virus doit passer par une étape d'amplification ensuite, pour dépasser le seuil épidémique. Sinon il a toute chance de disparaître, et c'est probablement ce qui se passe le plus souvent. On peut penser que dans le cas du Covid-19, du SARS-CoV-2, l'amplification a eu lieu lors des grandes célébrations du Nouvel An à Wuhan. La grande mobilité des personnes aurait, elle, facilité la diffusion. Pour les auteurs de cet article auquel je faisais référence, l'accent devrait être mis sur les activités humaines qui permettent l'amplification du virus dans l'espèce humaine, le conduisant à dépasser le seuil d'épidémie, le seuil épidémique. Ils disent par exemple que le ciblage de ces activités humaines est essentiel car de par leur nature, elles peuvent être modélisées, analysées, gérées, contrôlées et régulées afin d'éviter que les agents pathogènes, virus en l'occurrence, n'atteignent le seuil d'épidémie et ne provoquent une épidémie justement, voire une pandémie. Pourtant, si ces activités humaines sont les mêmes ou du même ordre que celles qui font perdurer la pandémie, on peut raisonnablement se demander si les différentes politiques sanitaires se valent non seulement pour le contrôle de la pandémie, mais également pour son émergence, pour son arrivée, son apparition. C'est la question que se posent les autorités sanitaires internationales qui, actuellement, vivent et régulent sur la base de l'hypothèse que les flambées épidémiques ne peuvent être évitées, mais seulement contenues et éteintes. Ces autorités pensent qu'il faudrait aborder désormais d'ailleurs la prévention qu'ils appellent la prévention en profondeur, deep prevention, la prévention en profondeur de nouvelles épidémies. Mais on n'en est pas là. Alors ma dernière question, c'est une stratégie zéro Covid est-elle possible? Je ne sais pas, mais en tout cas elle est souhaitable. En France, nous avons assisté depuis quelques mois à une valse des chiffres.
ceux du taux d'incidence maximum de l'infection. Alors, taux d'incidence maximum de l'infection, la quantité de virus qui circule et qu'on tolère au maximum pour déclencher ou maintenir des mesures sanitaires contraignantes comme le couvre-feu ou pire le confinement. On peut se demander si ces taux à géométrie variable, il suffit de revenir sur tous les discours, notamment présidentiels, pour s'en rendre compte, veulent dire qu'il n'existe en fait aucune mesure valable de la dangerosité de la chose. Après la première vague de Covid-19 l'an dernier, il était clair que ce taux maximum devait être inférieur à 50 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants. C'était le résultat d'un confinement dur et long qui a épuisé nos concitoyens, qui nous a tous épuisés, mais le résultat, lui, fut au rendez-vous, même s'il fut de relativement courte durée, le temps d'un été. Une deuxième vague est arrivée, et puis une troisième. Bien qu'elle a vu des courbes du nombre de cas au cours du temps, on a un petit peu l'impression, notamment en tant que je vais prendre mon étiquette de non spécialiste, bien sûr, mais en accord avec certains épidémiologistes sérieux, qu'après la première vague, on est arrivé à un état de marée haute, tant les résultats du deuxième confinement n'avaient rien à voir avec ceux du premier. Bon, il n'est pas ici question de polémiquer sur la qualité des mesures prises par nos autorités sanitaires. Encore que. Mais, il est difficile d'entendre le président de la République justifier de fixer un taux d'incidence maximum, toujours ce taux d'incidence maximum de l'infection, pour sortir du troisième confinement, ces jours derniers, à 400 cas pour 100 000 habitants. C'est un sommet parmi les nations. Cela correspond à un peu plus de 38 000 contaminations par jour, soit presque 8 fois plus que celui qui avait été évoqué en octobre. Comme l'a dit l'épidémiologiste Dominique Costagliola dans un entretien au Monde récemment, ce seuil de 400 a été choisi parce qu'il était plausible que toutes les régions l'atteignent au 19 mai. Ah, 19 mai. Date choisie peut-être un peu arbitrairement pour la deuxième étape du déconfinement. Dominique Costagliola a ajouté que tous les autres pays retiennent des seuils beaucoup plus bas, 40 au Japon, 100 dans de nombreux pays. Ce qu'en a dit Emmanuel Macron, c'est que la grande différence avec le mois d'octobre, pour justifier quand même la différence de chiffres de ce taux d'incidence maximum qu'il avait annoncé en octobre à une certaine valeur et qu'il annonce à une autre valeur beaucoup plus élevée maintenant, la grande différence avec le mois d'octobre, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un vaccin qui donne une perspective de sortie durable de la crise. C'est certes pas totalement faux, mais comment peut-on ne pas comprendre à ce point que les vaccins ne sont pas une panacée ni une baguette magique, et qu'à eux seuls ils ne résoudront pas la crise. On parle déjà beaucoup des variants qui échapperaient au contrôle immunitaire gagné par la vaccination. Eh bien ces variants, comme nous l'avons vu plus tôt à propos de l'origine du virus, ils apparaissent comme une évolution d'autant plus probable que la population virale est importante. C'est statistique. Plus il y a de virus, plus il peut y avoir de variants. Donc, en d'autres termes aussi, plus il y a de virus, plus il y a de risques qu'apparaissent ces variants, et ces variants qui, évidemment, vont compliquer énormément la gestion de crise. Faut pas oublier donc que l'efficacité vaccinale dépend de deux facteurs principaux. Le premier est que la population virale soit sous contrôle, et le second, que la proportion des personnes vaccinées dans le pays, et plus généralement dans le monde d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une pandémie, soit la plus élevée possible. Donc l'option choisie par nos autorités politico-sanitaires de vivre avec le virus
sous prétexte qu'on le fait bien avec d'autres virus, par exemple la grippe chaque année, est une option contraire aux objectifs de nous faire sortir de manière durable de cette crise. Le pire est sans doute qu'il s'agit d'une option qui coûte très cher, et surtout très cher en matière sociale. Les confinements, couvre-feu et autres arrêts d'activité, comme dans la restauration, la culture ou le tourisme, sont longs, très longs, et donc particulièrement insupportables. Tout cela s'accompagne, ou même entraîne, une injustice sociale croissante, une croissance de la pauvreté, de la précarité, des centaines de milliers de nouveaux pauvres, de personnes en perte de chance en matière de santé aussi, notamment à cause d'une situation hospitalière de plus en plus chaotique. SNAFU, vous vous rappelez? Situation normale, c'est le chaos. Alors je voudrais vous laisser sur une citation d'un philosophe, Frédéric Worms, qui répondait en avril dernier à une interview dans Libération. Je trouve qu'il parlait d'or quand il nous disait « À vrai dire, on ne maîtrisera l'épidémie que par la justice sociale. » C'est comme ce que disait Churchill de la paix au moment de Munich. Vous voulez la santé en sacrifiant la justice. Vous n'aurez aucune des deux. Il ajoutait, au fond, l'objectif de la santé publique et de la justice sociale est le même, c'est la qualité de la vie humaine. La définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est parfois critiquée comme trop large car elle parle en fait du bien-être, et ce dernier intègre bien sûr la vie sociale. Mais il est clair que les conditions sociales de la santé sont globales. Inversement, les différences sociales locales et globales, y compris dans le travail et l'éducation, engendrent les crises sanitaires qui, elles, sont publiques et affectent les biens communs. On commence à en prendre conscience. Cher Frédéric, je n'ajouterai qu'une chose. Espérons-le qu'on en prenne conscience. Sur ce point, je vais vous laisser pour ce Scientia numéro 5. Merci de votre écoute et à bientôt sur Scientia, le savoir humaniste. Retrouvez les autres chroniques de Patrick Gaudret consacrées au Covid-19 dans Scientia épisode 1, que savons-nous des vaccins ARN contre le Covid-19, mais aussi dans Scientia épisode 4, Covid-19 et ses vaccins, on n'est pas encore au bout du tunnel. Scientia et les autres podcasts de l'UFAL, qu'ils soient littéraires avec l'émission Itrema, cinéphiles avec Laïkino, ou abordant des sujets de société tels que la protection sociale, l'apartheid identitaire, le malaise des étudiants, sont bien sûr à écouter sur notre chaîne laïque et sociale Laïcidad. À bientôt!